Bonjour tout le monde, mon nom est Louis Hull et je suis le responsable des instituts pour le Centre Franco. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet institut en continu qui a comme titre Jongler entre l'écriture et la lecture. Et cette formation nous sera donnée par Gaël Dussault-Bacon, que je salue et que je dis bienvenue. Petit détail à noter, cette formation sera d'une durée de 2 heures. Elle est enregistrée. Elle se retrouvera au cours des prochains mois sur le site du Centre Franco et nous vous encourageons à participer à cette formation. Vous allez voir, Gaël a plein de stratégies pour susciter vos questions, vos réponses, vos commentaires. Et fait à noter, il sera toujours possible d'utiliser soit votre micro ou la boîte de clavardage. Enfin, à la fin, on vous demandera de remplir un formulaire de rétroaction. Ceci nous aide pour nos prochains événements en développement professionnel. Et puis, en terminant, nous voulons remercier et souligner l'apport constant du ministère de l'Éducation, sans qui le tout ne pourrait avoir lieu. Bon, alors, on arrive à la fin et puis il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne formation et je passe le micro à toi, Gaël. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Alors, oui, bienvenue à la formation ce soir de Jongler entre l'écriture et la lecture. C'est notre dernière formation dans les instituts en continu avec moi pour l'année scolaire en cours. Alors, je vous ai mis aussi les liens, si jamais vous n'avez pas eu la chance de participer aux autres formations, je vous ai mis les liens un petit peu plus loin dans la présentation. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un moment pour reconnaître le territoire dans lequel nous sommes présentement. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connus comme Onia-Tari-Io, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors ici, je vous ai mis le lien de la présentation si jamais vous ne le voyez pas. Je l'ai mis aussi dans le clavardage. Alors, mon nom est Gaëlle Dussault-Bacon. Je suis enseignante pour le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. J'enseigne cette année en première, deuxième année. J'adore la littérature jeunesse et aussi la technologie. Je vous mets ici mon courriel si jamais vous avez des questions après la formation. Je suis disponible pour vous aider. Et je vous ai mis aussi des liens vers des réseaux sociaux dans lesquels je publie certaines petites activités que je fais avec mes élèves au courant de l'année. Alors, on est dans un petit 5 à 7 ce soir. J'ai mis mercredi, je m'excuse, je me suis trompée. On est jeudi, en fait. Alors, dans le clavardage, vous pouvez écrire comment vous vous sentez aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas aussi perdu que moi en ce jeudi. Donc, 1 étant j'ai besoin de café. 2 étant je suis curieux, intrigué pour cette formation ici. 3 zen. 4 de bonne humeur ou 5 excité. Alors, je vois dans le clavardage, Christine, on a besoin de café, Marie-Pierre, intriguée, Naomi aussi un petit peu intriguée, curieuse. 4 de bonne humeur, excellent. Ah, 1,5, oui, entre les deux, hein, besoin de café, puis un petit curieux. 3 zen, oh, j'aime ça être zen, hein? Super. Moi, je pense que j'étais un petit peu dans les 5 là, en ce moment. Je suis un petit peu partout, mais je pense que ça va se calmer là, au courant de la formation, promis. Lui vous a parlé un petit peu du formulaire de rétroaction. Je l'ai mis au début, je l'ai aussi mis à la fin. Des fois, c'est bien de l'avoir ouvert au courant de la formation parce qu'il y a des idées qu'on a au courant de la formation, puis vous allez pouvoir les écrire aussi
pendant la formation si vous avez de la rétroaction à offrir. Puis comme Louis a dit, c'est vraiment, les réponses sont vraiment utiles pour les prochaines étapes. La formation, c'est une formation qui est pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, peu importe, je suis vraiment ouverte. Puis si c'est la première fois que vous suivez une formation avec moi, j'encourage vraiment beaucoup ce genre de discussion-là, ce genre de réseautage-là. On est en virtuel, on vient de différents endroits dans la province, donc d'avoir ces échanges-là, ça fait toujours des formations hyper riches. Alors, n'hésitez surtout pas à parler dans le clavardage, à lever votre main pour partager vos idées. La formation, comme je dis, elle est pour vous. C'est une formation que j'ai bâtie suite à la rétroaction aussi que j'ai eue des dernières formations. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, cette rétroaction-là, elle est super riche parce que je vais vraiment l'utiliser pour bâtir du matériel vraiment qui réponde à vos besoins le plus possible. Le résultat d'apprentissage, alors à la fin de cette formation, je saurai maximiser l'inclusion de situations d'écriture et de lecture en salle de classe. Et les 3 parties de la formation, la première partie s'appelle « Une nouvelle étape, nous voilà ». La deuxième partie, l'écriture par la lecture. Et la troisième étape, mais comment concrètement? Alors, commençons. On est dans une nouvelle étape. Hein? Les bulletins sont terminés. Les rencontres de parents sont peut-être commencées, peut-être que c'est la semaine prochaine, mais on est vraiment dans une nouvelle étape. Puis souvent, quand on commence une nouvelle étape, on se fait une petite rétroaction de la dernière étape. Qu'est-ce qu'on a fait depuis septembre jusqu'à aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'on veut faire jusqu'à la fin de l'année? Hein? On essaie de se faire une tête par rapport à nos élèves, par rapport à notre enseignement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on profite de ce temps-là pour avoir un petit moment de réseautage ensemble. Je vous ai mis ici un Jamboard. Alors, si vous cliquez sur le lien, ça vous emmène vers un Jamboard que je vais aussi vous mettre dans le clavardage, le lien. Et le Jamboard, ici, je vais partager cet onglet ici maintenant. Vous indique ici quels sont vos bons coups, des stratégies, des outils, des discussions, des réussites, des fiertés que vous avez vécues depuis le mois de septembre en écriture ou en lecture. Ça peut être une discussion que vous avez eue avec un collègue, vraiment là, un petit moment wow que vous avez eu en écriture ou en lecture, vraiment pour qu'on puisse se féliciter un petit peu. Je sais pas, on est un petit groupe aussi, alors si vous voulez prendre la parole aussi, je suis vraiment ouverte à ça si vous voulez échanger ensemble vos bons coups. Et de le voir comme vraiment une fierté là, de qu'est-ce que vous avez aimé faire cette année en écriture puis en lecture. On n'est pas capable d'écrire, c'est juste en lecture seule sur le document. Ah, c'est vrai! Oh, pardon, je vais changer ça tout de suite. Ah, mais oui, lecteur, merci! Et voilà, ça devrait être bien maintenant si vous faites rafraîchir la page. Ça m'amène aussi à la prochaine diapositive qui est un peu plus une réflexion personnelle. Donc, si jamais vous voulez avoir cette réflexion-là plus au niveau personnel, je vous ai mis ici un Google document. Si vous cliquez dessus, ça vous fait une copie automatiquement avec des questions que j'ai proposées. Si ces questions-là ne vous parlent pas, je suis vraiment ouverte. C'est un document à vous. Hein. C'est vraiment à vous. Je ne vois pas les réponses parce que la copie se fait directement dans votre Drive.
Si vous voulez rajouter des questions ou en enlever, c'est vraiment un document qui est propre à vous pour avoir cette petite réflexion-là. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli en littératie depuis la rentrée scolaire? D'écrire une fierté en littératie depuis septembre. Qu'est-ce que vous voulez accomplir d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous avez vécu un échec ou une déception depuis la rentrée en littératie? Si oui, lequel? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette déception-là? Puis si je retourne ici à le Jamboard, je vois ici en écriture un bon coup. On a une co-construction de critères pour que les élèves sachent à quoi s'attendre, les étapes d'écriture. En lecture, l'instauration des centres en littératie, le tableau d'ancrage pour une bulle de lecture, l'achat de livres faciles à lire. Oui, moi aussi, ça a été un bon coup de cœur cette année. Le vocabulaire. Puis, à la deuxième page, si vous vous sentez à l'aise, j'ai mis quel moment vous vous êtes senti moins en confiance. Parce que c'est important aussi je veux normaliser le fait que des fois, on essaye de faire des choses, puis ça ne fonctionne pas toujours, on se relève, mais justement, on prend ces moments-là pour améliorer notre pratique, pour se questionner. Alors, c'est à célébrer aussi. Ce sont des moments à célébrer. Donc, oui, nos moments de fierté sont définitivement à célébrer, mais je pense aussi les moments où on s'est senti un peu moins en confiance, c'est aussi des moments à célébrer. Dans la présentation, comme je vous ai dit, j'ai mis un lien vers un Google Doc. Ce Google Doc-là qui ressemble à ça ici, vous pouvez écrire vos réflexions dessus. Donc, vraiment, évidemment, je ne vais jamais vous obliger à écrire dans un Jamboard en partage, mais si vous voulez écrire vos petites réponses ici, ça, c'est un document à vous. Vous pouvez l'écrire en phrase complète, en style télégraphique. C'est vraiment libre à vous. Juste avoir une petite rétroaction par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors, je vois dans le Jamboard, dans la deuxième page, certaines personnes qui ont déjà écrit au niveau de l'écriture, la création des grilles d'évaluation pour les tâches d'écriture. C'était ma première année. En première année, je suis seule dans mon niveau. J'ai vécu beaucoup d'anxiété en début d'année, les étapes rédaction, correction, car les élèves ont beaucoup de défis à cause de la période du COVID. J'apprécie énormément votre honnêteté parce que c'est aussi des moments où je me suis moi aussi sentie moins en confiance. Donc, j'aime vraiment beaucoup ces partages-là parce qu'effectivement, ça a été, c'est notre première année en revenant de la COVID, là, si je peux dire ça comme ça, où il y a moins de restrictions dues à la COVID. Donc, on doit se réadapter. Les grilles d'évaluation, je suis d'accord aussi. Je ne sais pas si dans les différents conseils, on a tous la même réalité. Nous, on a fait un petit changement au niveau d'un nouveau système au niveau des grilles d'évaluation. Donc, c'est sûr que c'est de s'adapter. Puis, on se sent un peu moins en confiance. On est un peu moins dans notre zone de confort. Hein? Je suis enseignante lead cette année. J'ai souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur pour venir appuyer mes collègues en littératie. Puis ça, c'est être lead ou être conseillère pédagogique ou travailler dans une position où on est en appui. C'est important aussi de montrer que même moi, ce soir, je vous offre cette formation-là. Ça ne veut pas dire que je connais tout en littératie. Quand j'ai des échanges avec d'autres personnes, j'apprends énormément aussi beaucoup. Donc, c'est d'apprendre aussi de tout le monde, puis pas nécessairement toujours avoir la réponse à tout. Des fois, il y a tellement de façons de faire. Mais merci beaucoup pour votre ouverture puis votre honnêteté dans cette activité ici qui vraiment, l'objectif, c'était de nous faire réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on a fait depuis la rentrée. Parce qu'on a eu des bons coups, on a eu des moments où c'était un petit peu plus difficile. Puis on s'est relevé, puis on apprend vraiment de ces expériences ici. Donc, merci de votre partage. Ces documents-là sont disponibles encore si jamais vous voulez, au courant de la présentation, aller rajouter des choses aussi. Et n'hésitez surtout pas. Et le journal de réflexion aussi, ça va être une pratique que je vais
au courant de la formation, vous allez pouvoir y retourner. Donc, est-ce que vous avez besoin, dans le clavardage, je vais juste m'écrire un oui ou un non si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour écrire dans le document de réflexion personnelle, dans le Google Doc, dans le fond. Parfait. Mais donc, je vois un non. Je vais continuer alors dans la présentation. Ça m'amène à parler de mentalité de croissance. Alors, dans le clavardage, qu'est-ce que vous connaissez sur la mentalité de croissance? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler? Peut-être qu'on l'a entendu parler un petit peu plus en numératie plutôt qu'en littératie. Qu'est-ce que vous connaissez de la mentalité de croissance? Est-ce que c'est un concept que vous avez déjà entendu? Est-ce que c'est un concept que vous avez déjà discuté en équipe école? Vous pouvez prendre aussi la parole avec le micro. Dans le fond, la mentalité de croissance a été instaurée, si on veut, parler par Carol Dweck ici. Ah, je vois ici des personnes qui ont répondu dans le clavardage. Donc, j'ai fait quelques activités avec mes élèves l'an dernier. L'enseignant joue un rôle en adoptant aussi une attitude positive envers ses élèves. Très bien. Oui, donc dans le fond, c'est vraiment c'est sûr d'être positif, d'être réaliste, de croire qu'on peut toujours s'améliorer, de connaître notre prochaine étape, qu'est-ce qu'on veut faire, nous comme professionnels, mais aussi les élèves. Le Centre Franco a aussi mis en place des capsules d'auto-formation sur la mentalité de croissance, qui sont quand même assez intéressantes aussi. Alors, si jamais vous avez la chance d'aller les explorer, je vous ai mis le lien ici. On voit qu'est-ce qu'une mentalité de croissance, quelle est la différence entre une mentalité fixe et une mentalité de croissance, comment reconnaître les déclencheurs d'une mentalité fixe et les surmonter, quelles sont les stratégies pour développer et soutenir une mentalité de croissance, comment faire le monitorage de la mentalité que l'on adopte, comment répondre aux besoins de nos élèves, comment offrir de la rétroaction aux élèves de façon à adopter une mentalité de croissance. Puis ça, je pense que c'est quand même assez puissant aussi d'offrir une bonne rétroaction aux élèves pour qu'ils aussi développent leur mentalité de croissance. Comment instaurer un climat scolaire positif favorisant le développement d'une mentalité de croissance. Est-ce moi qui affronte les défis ou est-ce plutôt le contraire? Comment permettre le développement de la mentalité de croissance en milieu scolaire? Quelle est l'influence de mon état d'esprit sur mon apprentissage et quels sont les liens entre la neuroplasticité et la mentalité de croissance? Donc, si jamais vous avez la chance d'aller explorer ces capsules d'auto-formation pour vraiment développer, d'en connaître un peu plus sur la mentalité de croissance, aujourd'hui, j'ai voulu vous en parler un peu parce qu'on en entend souvent parler en numératie, puis on le voit aussi avec le nouveau domaine en mathématiques. Cette mentalité de croissance-là, elle est importante pour les élèves, mais aussi pour nous, de la développer aussi, lui, de savoir que nos mots, notre façon d'interagir, notre façon de penser a vraiment un impact sur notre apprentissage, mais aussi sur notre enseignement pour développer l'apprentissage de nos élèves. Alors ici, j'ai un autre petit Jamboard pour changer notre façon de voir l'apprentissage, d'amener des nouvelles façons de parler à nos élèves. Je veux juste m'assurer que j'ai bien partagé ici. Non, vous êtes encore en lecture, donc là, ici, vous devriez avoir accès en écriture. Je vous ai mis en jaune des phrases que certains élèves pourraient dire. C'est trop difficile, j'ai peur d'échouer, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je suis bon ou bonne, j'abandonne ou je redonne mon travail comme ça. Ça se peut qu'on ait entendu nos élèves dire des phrases comme ça. Je vais mettre le lien du Jamboard dans le clavardage. Ici, qu'est-ce qu'on peut répondre aux élèves quand ils nous disent des phrases comme ça? Donc, avec un pense-bête ici, si vous avez des phrases clés qu'on peut dire à nos élèves quand notre élève nous dit des phrases qui sont dans le jaune, avez-vous des idées?
Donc ici, je vois que vous avez commencé à écrire certaines petites choses. Oh! Donc, sous la catégorie « J'ai peur d'échouer », quelle stratégie peux-tu utiliser pour t'aider? Moi aussi, je fais des erreurs. C'est correct, on va regarder ça ensemble. Essaye, c'est pas grave avec nos erreurs. Je peux juste... On apprend à travers nos erreurs. Qu'est-ce qui est difficile? T'es capable. Je vais aller voir ici. Donc, c'est tous des messages d'encouragement aussi, puis de parler aussi que nous aussi, on est vulnérables, nous aussi, on peut en faire des erreurs et nous aussi, on en a fait des erreurs quand on a appris. Donc, vraiment, d'amener ce climat positif-là, puis ce climat de confiance-là dans notre salle de classe. Puis tout ça, la mentalité de croissance, c'est quoi le lien avec l'écriture puis la lecture? Bien, c'est vraiment parce qu'on entend souvent ces phrases-là. Je suis pas bon en lecture, j'aime pas écrire, j'aime pas lire. Ou des fois, on entend aussi « Ah, moi, je suis vraiment bon en lecture, je suis vraiment bonne en écriture. » Puis c'est quand même considéré comme une mentalité fixe de dire que je suis bon, que je suis bonne, parce que l'élève voit que c'est le meilleur, mais dans le fond, il peut aussi s'améliorer. Il y a une prochaine étape, il y a quelque chose qui pourrait modifier ou qui pourrait travailler davantage. Mais oui, d'encourager puis de dire quand même que la personne, que l'enfant est bon ou bonne, ou définitivement, absolument. Quand un élève nous dit qu'il est bon dans une matière, on veut l'encourager aussi. Donc, je voulais avoir une petite partie mentalité de croissance pour vraiment essayer dans notre pratique d'ici la fin de l'année de peut-être d'être aux aguets par rapport à qu'est-ce que nos élèves disent, quel genre de petits commentaires ils disent pour amener un changement dans leur vocabulaire, un changement dans leur façon de penser la littératie. J'ai pas eu la chance aujourd'hui avec vous, depuis le début de la formation, de vous demander à quel niveau vous enseignez puis dans quelle région. Alors, avant de continuer, si on peut prendre une minute dans le clavardage, juste de vous présenter, de savoir quel niveau, là, j'ai su qu'il y a quelqu'un qui est lead, mais puis première année, est-ce qu'il y a juste écrire votre niveau puis dans quelle région de l'Ontario vous enseignez dans le clavardage. Donc, Marie-Pierre, PMGE, lead à Ottawa. Je vais essayer de faire quelques liens avec Maternelle Jardin. Je sais qu'on a le Maternelle Jardin, c'est un programme un peu différent de première à 8e année, le programme de français, mais je vais essayer de faire quand même des liens. Première, deuxième à Ottawa. Je suis enseignante lead dans la région du nord de l'Ontario, sur la North Bay. 2-3 à Borden. J'enseigne à élèves PANA en présentiel et maths 5-6 en virtuel. De Windsor. Intéressant. Super. Et puis moi, j'enseigne aussi première, deuxième année à Ottawa. Donc, ça me permet aussi de savoir, pour pouvoir faire des liens aussi avec votre vécu, là, avec qu'est-ce que vous faites présentement. Donc, j'ai un bon bassin d'enseignants. Bienvenue encore. Donc, on rentre vraiment dans la deuxième partie, puis c'est pour ça aussi j'aime ça apprendre à connaître les participants, de savoir d'où vous venez, pour qu'on puisse discuter vraiment ensemble de votre réalité, pour que cette formation-là soit bonne pour qu'est-ce que vous faites en classe, que demain matin, vous pouvez arriver dans la classe et vraiment mettre en place certaines stratégies qui vous parlent. Alors, la deuxième partie, c'est l'écriture par la lecture. Tout part de notre intention.
On entend souvent ça, mais c'est quoi ton intention? Quelle est ton intention pédagogique? Je suis sûre que c'est des phrases que vous avez entendues, puis comme lead, c'est probablement des phrases que vous dites aussi. Mais l'intention, notre pourquoi, notre but est hyper important. Dans le clavardage, encore une fois, pourquoi est-ce que vous voulez intégrer l'écriture et la lecture? C'est quoi vos raisons? Vraiment, votre raison principale quand vous avez vu le titre de la formation, pourquoi vous vous êtes dit « Wow, OK, je veux en connaître plus, je veux savoir c'est quoi l'intégration de l'écriture et de la lecture. » Vous pouvez prendre le micro aussi. Hein. Comme j'ai dit, on est un petit groupe. Il n'y a aucun problème si vous voulez prendre le micro. Donc, ici, dans le clavardage, je vais enseigner les divers textes à travers la lecture pour que les élèves connaissent la structure des textes à écrire. J'aime ça, ça vient rejoindre aussi un peu de quoi je vais parler aussi dans la formation aujourd'hui. Donc, votre pourquoi suivre une formation? Des fois, ça peut être aussi bien de juste entendre d'autres façons de faire, entendre d'autres personnes partager leur expérience. Et ça aussi, ça fait partie du réseautage, ça fait partie de pourquoi on suit une formation. Puis d'ailleurs, merci beaucoup d'être présente ici avec moi ce soir pour un 5 à 7. Un 5 à 7 différent de ce qu'on l'entend des fois. Hein? Mais bon. Oui, ils sont interdépendants, absolument. La lecture et l'écriture sont complémentaires. Elles peuvent être enseignées en même temps. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Puis nos programmes sont tellement chargés que de voir à quel point c'est complémentaire, l'écriture et la lecture, va vraiment faciliter notre enseignement. Et ça, c'est sans parler de communication orale aussi. Donc, si vous avez déjà entendu la formation que j'ai donnée à l'automne sur Je parle, tu parles, nous parlons, qui était une formation sur la communication orale, la communication orale aussi est un gros chapeau de l'écriture et de la lecture. Aujourd'hui, on va vraiment juste se concentrer sur l'écriture et la lecture, par contre, mais je ne veux vraiment pas oublier que la communication orale, c'est vraiment un gros parapluie qui englobe tout ça aussi. Merci beaucoup pour vos partages. Donc, la planification de l'écriture et la lecture, parce qu'évidemment, là, on commence notre deuxième partie de l'année jusqu'à juin. On réfléchit à notre planification. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la rentrée scolaire? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a suivi notre planification à long terme? Si oui, chapeau. Sinon, OK, mais qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on a dû mettre de côté pour plusieurs raisons? Et qu'est-ce qu'on veut absolument garder pour la fin de l'année? Donc, notre planification de l'écriture et de la lecture est quand même encore super pertinente et importante. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la planification en spirale? Peut-être plus en numératie. La planification en spirale, on l'entend beaucoup, de l'intégration des différents domaines ensemble puis qui doivent être revus au courant de l'année. Donc, c'est l'intégration des domaines en y revenant au courant de l'année scolaire, en jumelant les concepts semblables de chaque domaine. Alors oui, je vois dans le clavardage en mathématiques, oui, absolument, en mathématiques, on le voit, on le sait aussi avec le nouveau programme, le nouveau curriculum de mathématiques qui est sorti. Le Centre Franco a d'ailleurs fait une planification en spirale avec les différents domaines. Donc, oui, en mathématiques, on en entend souvent parler, mais c'est aussi possible en littératie, en français, parce que, comme vous l'avez si bien dit, l'écriture et la lecture et la communication orale sont vraiment complémentaires, puis on peut y revenir au courant de l'année en revoyant des concepts de lecture, des concepts d'écriture.
je vous ai placé ici en lien une planification annuelle de 6e année. Donc, j'ai été conseillère pédagogique pendant 2 années avec, entre autres, la littératie comme dossier. Et puis, avec une de mes collègues, on a bâti une planification annuelle de 6e année. Bon, d'avoir votre expérience cette année, je n'ai pas vu aucune enseignante qui était en 6e année, mais vu que le programme de littératie est quand même très semblable de la première à la 6e année, ce document-là pourrait quand même être utile pour vous, pour vos accompagnements si vous êtes lead. Dans le fond, cette planification-là, l'intention, comment on l'a bâtie, c'est, on a ressorti les formes de discours qui étaient presque, on est allé chercher tout ça dans les guides d'enseignement efficace. Et je vais vous parler de ces 3 différents tableaux-là qu'on voit ici, que je partage à mon écran. Je vais vous en parler au courant de la formation. Mais la façon dont on a bâti cette planification en spirale-là, c'est qu'on a pris le curriculum et on a littéralement imprimé écriture, lecture, communication orale et on a découpé les contenus de chacun d'entre eux pour pouvoir les jumeler ensemble, pour pouvoir y revenir et puis pour voir aussi le lien qu'il y avait entre chaque contenu. Parce que des contenus, comme vous l'avez dit, l'écriture et la lecture sont très complémentaires, mais quand on analyse les contenus se reviennent beaucoup. Des fois, il y a juste un mot qui va être différent pour l'adapter selon la lecture ou l'adapter selon l'écriture. Cette planification-là, c'était une planification qui a été faite pour la 6e année. Et même si elle a été faite pour la 6e année, les attentes sont les mêmes de la première à la 6e année. Donc, vous pouvez quand même l'utiliser en l'adaptant, évidemment. Donc, ça, c'est une planification que je voulais vous partager, qui a été aussi essayée et qui a eu l'intégration de la littérature jeunesse, la lecture interactive à l'intérieur. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Super. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, ça me fait plaisir de discuter puis d'essayer de vous appuyer là-dedans. Donc, je vais commencer avec les stratégies de lecture. Alors, encore une fois, dans le clavardage, ou si vous voulez prendre la parole avec le micro, quelles sont les stratégies de lecture que vous enseignez fréquemment? Donc, sans tricher, là, sans regarder qu'est-ce que j'ai écrit ensuite ou aller regarder dans vos guides d'enseignement efficace, nommez des stratégies de lecture que vous enseignez, qui vous viennent à la tête et que vous dites « Ah oui, ça, celle-là, elle est comme innée dans ma pratique, je l'enseigne, puis j'aime ça l'enseigner, je suis à l'aise de l'enseigner. » Prédire, connaissance antérieure. Absolument. C'est absolument anticiper, imagerie mentale, regarder les images. Oui, tout ça, ce sont des stratégies de lecture qu'on enseigne comme ça. Hein? On sait, on les connaît. C'est des stratégies aussi qu'on utilise beaucoup. Se faire une image dans la tête, c'est des stratégies que même nous, quand on lit, on utilise ces stratégies-là. Donc, par défaut, on les enseigne aussi. Alors, je vous ai mis ici les différentes stratégies. Quand vous cliquez sur les liens, ça vous emmène vers EduSource où maintenant tous les documents de atelier.on.ca sont rendus et il y a une démarche pour chacune des stratégies. C'est ici, comme par exemple celle-là, anticiper, c'est pour maternelle, jardin, première, deuxième, troisième. Mais si vous regardez dans la diapositive, dans les commentaires en dessous, il y a aussi pour le cycle moyen, mais c'est les mêmes stratégies qui sont enseignées au primaire et au moyen. Au moyen, il y en a un petit peu plus, par contre. Je vois ici dans le clavardage, on fait le décloisonnement à l'école actuellement. Moi, je travaille l'idée importante avec mon groupe. Vous faites un décloisonnement avec des stratégies de lecture. Ça, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu veux en parler davantage? Parce que c'est la première fois que j'entends le décloisonnement par rapport à des stratégies de lecture. Oui, bonsoir.
C'est ça, oui, on a partagé les rôles, responsabilités. Chaque enseignante, il y a une enseignante qui fait la stratégie d'inférence. Moi, je fais idée importante. Il y a une autre qui fait le vocabulaire. Il y a une autre qui fait le repérage avec les petits. Une autre qui fait le décodage avec le groupe de première année. Donc, on a partagé les rôles, on a vu les besoins, qu'est-ce que sont les priorités. Et pendant 6 semaines, après, on verra le résultat. Ouais. Merci du Et partage. puis, j'ajoute, les plus avancés, ils font l'improvisation avec la direction. C'est lui-même qui fait l'improvisation. Et la direction aussi, elle Oui, est oui, est impliquée. Les plus avancés, ils font l'improvisation avec la direction. Wow, ça c'est Ouais. vraiment intéressant. Merci Ouais. beaucoup du partage. C'est Ouais. vraiment une bonne idée de Merci. faire du décloisonnement avec les stratégies de lecture parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je vais vous les montrer ici, mais et puis j'imagine il y en a beaucoup, il y en a d'autres aussi, mais c'est intéressant de faire ce décloisonnement-là. Puis encore tout à l'heure, quand je parlais de planification en spirale, mais c'est ça aussi. Les élèves, ils retournent ici et là à revoir ces stratégies de lecture-là. Donc, comme stratégie de lecture... Si je peux ajouter quelque chose, la direction nous a demandé qu'il faut motiver les élèves pour ça. Alors, il faut toujours laisser 5 minutes à la dernière, il faut laisser 5 minutes à la fin, puis faire des activités, jeux extraits et tout ça. Alors, moi, je fais des activités de jeux de vocabulaire, trouver un synonyme et tout ça. Et les élèves sortent comme ils sont tout contents. Donc, chacune pense à une activité pour les motiver plus. J'aime ça. Merci beaucoup du partage puis de l'extra d'activité aussi. Ça, c'est vraiment des pratiques gagnantes. Je suis vraiment curieuse. Tu as dit que ça va être dans 6 semaines. C'est ça que vous allez voir le résultat de votre décloisonnement? C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous en retirez. Est-ce que c'est toute l'école qui font le décloisonnement en même temps? Toute l'école, l'enseignante ressources, je te dis, même la direction participe. Oui. Wow! Tout le monde. Tout le monde en même temps et nous autres, chacune à côté de la porte, attend son groupe et puis c'est ça. Ah, super. Puis les groupes sont faits. Est-ce que vous gardez les groupes classe ensemble ou est-ce que vous mettez... Non, on a ciblé, on s'est mis en réunion, puis chaque enseignante a sorti, on a ciblé les besoins et des élèves, les besoins. Et puis, c'est les enseignants titulaires qui sont cherchés les stratégies à travailler. Les élèves qui ne maîtrisent pas telle stratégie, on les a mis en groupe, puis on a partagé les tâches, les rôles. Oh, d'accord. Puis là, après ça, donc dans le fond, chaque groupe voit une stratégie de façon intensive. Par exemple, comme moi, dans mon groupe, j'ai des élèves de 3, 4, 5, 6. OK. Wow! Ouais. Super. Bien, merci beaucoup du partage. Ça m'intrigue vraiment de savoir le résultat après ça parce que l'élève, je me dis, bon, ça, c'est juste de la théorie, hein, parce que c'est peut-être pas ça qui, en tout cas, peu importe, mais peut-être que dans 6 semaines, les élèves de chaque groupe vont tellement devenir experts de leur stratégie de lecture, donc ils pourront devenir des experts dans leur classe puis le réenseigner aux autres élèves. Puis là, ça fait comme des gros casse-têtes d'experts de stratégie de lecture. Ça pourrait être un bel échange aussi en groupe classe une fois que tous les groupes reviennent. Merci du partage. C'est super intéressant. Après les stratégies de lecture, donc ici, j'ai placé anticiper, activer les connaissances antérieures, trouver le sens d'un nouveau mot, reconnaître les mots de substitution, reconnaître la structure d'un texte, trouver le sujet d'un texte, inférer et trouver l'ordre chronologique. Donc, ce sont des stratégies de lecture qu'on retrouve. Sur chacun des liens, comme je vous ai dit, ça vous amène... Oh, pardon, je ne partage pas le bon lien. Ici. Sur chacun des liens ici, ça vous amène vers EduSource qui vous amène vers la ressource pour en apprendre davantage. Et puis, en dessous de cette diapositive-là, il y a les stratégies pour le moyen, pour le cycle moyen. Mais c'est vraiment, les stratégies sont une après l'autre dans ce document-là. Puis, il y en a un petit peu plus.
J'ajoute ici de trouver le sens d'un nouveau mot. Souvent, on utilise le petit mot dans le grand mot, peut-être le suffixe, préfixe, etc. J'aimerais ajouter aussi, juste mettre un bémol, on a beaucoup d'élèves que leur langue maternelle n'est pas nécessairement le français. Et puis, de questionner les élèves par rapport à leur langue maternelle. Est-ce qu'il y a un mot dans leur langue maternelle qui est proche de ce mot-là? Des fois, ça va les aider à faire un lien entre leur langue maternelle et le français. Et ça va les encourager aussi à développer davantage le français, puis à avoir ce sentiment-là de trouver ce lien-là entre les deux. On n'est pas obligé de connaître l'autre langue. C'est l'élève qui connaît son autre langue maternelle. Donc, des fois, c'est une stratégie qui va les encourager, les motiver. Maintenant, au niveau des stratégies d'écriture, je vous pose la même question. Nommez dans le clavardage des stratégies d'écriture que vous enseignez fréquemment. Vraiment qui vous sort de la tête. Tchouk! Remue-ménage. Le processus d'écriture. Donc ici, cadre à 4 cases. Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne pense pas que j'ai entendu parler du cadre à 4 cases. Christine, est-ce que tu veux nous en parler davantage? Oui, c'est genre c'est une page séparée en 4. Puis, on l'utilise surtout pour aider les élèves à écrire un court texte où est-ce que tu as un carré pour ton introduction, un carré pour ta première grande idée, un carré pour ta deuxième grande idée, puis le dernier carré, c'est pour ta conclusion. Donc, ça les aide à aller séparer leurs idées. Puis ensuite, ils vont aller tout le mettre ensemble dans un paragraphe lorsqu'ils vont écrire leur brouillon. Merci du partage. Donc, dans le fond, c'est comme une façon de faire une planification. Oui, c'est ça. OK. Super. Wow. Merci du partage parce que moi, ça me donne des idées aussi pour mes élèves. Faire un plan selon le type de texte, super. Alors, merci de vos partages. Donc, ici, je n'ai pas trouvé de lien à faire avec EduSource puis Atelier, donc je n'ai pas d'hyperlien pour chacun. Mais on a comme stratégie cibler l'intention d'écriture et les destinataires. Activer ses connaissances antérieures, hein, comme on voit avec le remue-ménage, par exemple. La recherche d'informations qui vient complémenter l'activation des connaissances antérieures. Le processus d'écriture que j'ai vu aussi dans le clavardage. Donc, on a le plan, la rédaction, la révision, la correction et la publication. La vérification de la grammaire aussi. Et les éléments d'écriture. Donc, ça a été pris des guides d'enseignement efficaces en littératie, donc autant celui de maternelle à 3e que celui de 4e à la 6e année, le fascicule 7 pour celui d'écriture. Donc maintenant, c'est quoi les liens qui sont possibles entre les stratégies de lecture et d'écriture? Parce que tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de pourquoi vous voulez en apprendre davantage sur la lecture et l'écriture, c'est ressorti beaucoup que c'est très complémentaire. Donc là, on a parlé des stratégies de lecture, stratégies d'écriture. C'est quoi les liens qui seraient possibles entre ces deux types de stratégies-là, entre les deux domaines? Vous pouvez prendre le micro, vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Une des stratégies qui est intéressante, qui revient dans les deux, c'est l'activation des connaissances antérieures, qui est peut-être vue différemment, qui est enseignée différemment. Dans le clavardage, la lecture est un modèle pour l'écriture. J'aime le mot modèle.
c'est vrai que la lecture est un modèle pour l'écriture. On se sert de ce modèle-là, de cette structure en lecture, pour amener nos élèves à écrire de cette façon-là. Ce qui m'amène à ma prochaine étape, de parler des éléments d'écriture. Parce que les éléments d'écriture, ça a été, pour moi, dans ma carrière, en tout cas, je ne sais pas pour dans la vôtre, mais dans ma carrière, ça a été un moment wow. Ça a été quand j'ai vraiment compris tout ce que ça l'entourait, les éléments d'écriture. On dirait que j'ai beaucoup plus été capable de faire ce lien-là entre l'écriture et la lecture. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, on va parler beaucoup des éléments d'écriture parce que ça va vraiment guider comment on choisit notre lecture pour pouvoir enseigner cette écriture. Dans les éléments d'écriture, donc ce tableau-là est pris du guide d'enseignement efficace fascicule 7, celui du moyen, mais ça n'empêche pas que c'est quand même les mêmes concepts au primaire. On a les étapes du processus d'écriture qui sont la première colonne à gauche et les étapes du processus d'écriture sont aussi nos attentes en écriture. De la première à la 6e année, ce sont les mêmes attentes. Ensuite, on a à côté les stratégies d'écriture qui sont reliées à chacune des étapes du processus d'écriture. Alors, pour la planification, on a cibler l'intention d'écriture, les destinataires, activer les connaissances antérieures, la recherche d'informations, puis dresser un plan. Dans l'ébauche, la rédaction, on a mettre en texte ses idées. Dans la révision, on a vérifié l'organisation du texte, enrichir le texte. La correction, on a vérifié la grammaire. Et la publication, on a préparé la version finale du texte. Les éléments d'écriture, il y en a 7 en tout. On a ici, puis ils ont été placés ici selon l'étape du processus d'écriture. Alors, on a idée, structure qui est dans la planification, idée, structure qui revient encore dans la rédaction, mais on ajoute choix de mots, fluidité des phrases, style. Et dans la révision, on a encore les mêmes que dans la rédaction. La correction, on ajoute convention linguistique. Et le dernier, on a présentation. Donc, à l'aide des éléments d'écriture, puis là, je vais vous détailler dans la prochaine diapositive, c'est quoi chaque élément d'écriture, mais à l'aide des éléments d'écriture, c'est là qu'on cible notre intention pour l'enseignement. Par exemple, on veut travailler les idées chez nos élèves. Donc, on part ici, les idées, ça vient retrouver ma planification, ma rédaction et la révision aussi. Alors, on se concentre vraiment sur l'enseignement explicite d'activités en lien avec les idées qui viennent toucher à partir de là les stratégies d'écriture pour la planification, la rédaction et la révision. Là, ça, c'était l'exemple pour idées. Mais comment on fait ça? On le part à partir de la lecture. Donc là, je suis comme en train de passer un petit peu par en arrière, par à l'envers. Mais là, c'est quelle lecture qu'on prend? Il y a plein de questions qu'on se pose, puis j'espère être capable de répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. Donc, les éléments d'écriture, comme je vous ai dit, il y en a 7. Il y a idée, structure, choix de mots, fluidité des phrases, style, convention linguistique et présentation. Ici, je vous ai mis des liens, encore une fois, qui vous amènent vers Atelier pour voir c'est quoi exactement chaque élément d'écriture. Ensemble, on ne va pas passer au travers de tout ça parce que je vous donne en ce moment juste des ressources pour que vous puissiez aller les rechercher. Ce qu'on va faire ensemble, par contre, pour apprendre c'est quoi les 7 différents éléments d'écriture, c'est la prochaine diapositive qui va dire, en gros, c'est quoi chaque élément d'écriture. Donc, on a les idées qui viennent aller chercher le texte. Le message est clair. Le texte contient un sujet, les idées secondaires sont liées à l'idée principale de chaque paragraphe, les détails sont captivants et en quantité suffisante. Le sujet est bien compris par l'auteur. La structure, on a encore une petite description. Chaque petit point, vous pouvez aussi les utiliser comme critères, que ce soit des critères pour que l'élève complète bien les idées, complète bien la structure, complète bien les choix de mots, etc., ou même des critères d'évaluation. Si vous voulez aller en chercher un
par élément d'écriture ou aller les chercher tous par élément d'écriture. C'est libre à vous. Mais au bout du compte, un élève, quand il écrit un texte avec tous ces critères-là, il devrait y avoir un texte 5 étoiles. On se concentre beaucoup des fois, quand on enseigne l'écriture, on dit souvent, oui, mais il y a beaucoup d'erreurs, puis tout ça, au niveau de l'orthographe, de la grammaire, mais ça ici, ça vient vraiment rejoindre les conventions linguistiques. Puis les conventions linguistiques sont tout à fait importantes. La grammaire, elle est très importante, mais elle représente quand même 1/7 du texte 5 étoiles. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important les conventions linguistiques, parce que des fois, le fait que les phrases soient pas moins bien construites ou qu'il y ait beaucoup plus d'erreurs, mais ça vient affecter la fluidité des phrases. Donc, vous voyez, ils sont quand même interreliés un dans l'autre, les éléments d'écriture. Je viens de voir ici un message. Un texte 5 étoiles est considéré comme un texte de niveau 4 dans la grille de rendement. Je n'irais pas dire jusqu'à un niveau 4 parce que c'est vraiment la grille d'évaluation, c'est propre à qu'est-ce que toi tu veux évaluer comme critère d'évaluation. Si les critères que tu rejoins, au bout du compte, c'est toi qui vas évaluer, c'est toi qui vas déterminer c'est quoi un niveau 4 selon les critères que toi tu as mis en place, aussi en atteignant les attentes puis les contenus d'apprentissage de ton curriculum. Mais je dirais que si un élève vient rejoindre tout ça, je ne veux pas dire oui, parce que d'un autre côté, ça se peut que tu cibles juste les idées dans ton évaluation, dans ta grille d'évaluation, mais l'élève pourrait aussi avoir un 4 s'il atteint les critères que tu as déterminés pour les idées. Je ne sais pas si je fais du sens dans ce que je veux dire, Naomi, ou pour les autres aussi. Oui, je comprends, c'est clair, merci. OK. Maintenant, si vous voulez retourner dans votre journal de réflexion, quelle stratégie est-ce que vous aimeriez enseigner explicitement d'ici la semaine de relâche? Donc, on a notre semaine de relâche, si je ne me trompe pas, dans 3 semaines. Est-ce qu'il y a une stratégie peut-être qu'on a mis un petit peu plus de côté, là, ça c'est libre à vous, que vous aimeriez vraiment plus enseigner de façon explicite d'ici la semaine de relâche? Et comment pensez-vous vous y prendre pour qu'elle soit enseignée explicitement? Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour compléter votre journal de réflexion. Si ces questions-là ne vous parlent pas, c'est correct aussi. Vous pouvez les modifier. Comme je vous dis, le document, le Google Doc, il est à vous. Si vous voulez ajouter des questions ou ajouter des commentaires, c'est vraiment un journal de réflexion qui sur votre pratique. Puis, il n'y a personne qui voit ça. C'est vraiment pour vous. Est-ce que, si vous voulez juste m'écrire un petit oui dans le clavardage, si je peux continuer. Excellent. Donc là, je vous ai parlé de beaucoup de stratégies, puis les éléments d'écriture et tout ça. Maintenant, la question, c'est, OK, mais dans ma classe, là, concrètement, comment je vais faire ça? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Puis là, on peut être un petit peu tout étourdi comme ça. Parce que c'est vrai que ça peut être beaucoup, puis ça peut être vraiment un peu intense. Je pense il y a une enseignante ici dans le groupe que c'est sa première année en première année, donc je peux voir que ça fait beaucoup de choses à voir. Comment on fait quand c'est notre première année dans un niveau ou même notre première année dans notre carrière? Avant de rentrer dans ce sujet-là, voici quelques ressources gratuites qui sont disponibles dans l'EAV. Vous les connaissez peut-être déjà, donc on a EduSource que je vous ai déjà montré. Numérico, qui est hyper utile.
Vous avez accès à des ressources pour les élèves puis des ressources pour les enseignants selon le niveau. Il y a Livrel aussi, si jamais vous n'avez pas accès à des livres en papier pour une raison ou pour une autre. Au moins, Livrel a quand même une bonne quantité de livres différents que vous pouvez projeter parce que vous pouvez les emprunter. Et bien évidemment, dans mes préférés, moi, c'est les mini-mags et mon mag à moi, que j'ai beaucoup, beaucoup exploité comme enseignante avec mes élèves. Mon mag à moi, pour le cycle moyen, je l'utilisais beaucoup quand je voulais enseigner justement les éléments d'écriture parce qu'on allait rechercher les textes dans mon mag à moi. Le mini-mag, bon, c'est sûr, cette année, j'enseigne en première, deuxième année. Donc, le premier mini-mag qu'on a reçu en début d'année, c'était beaucoup plus, on utilisait beaucoup plus les images sans texte pour essayer de créer des textes pour amener les élèves. Mais j'ai bien hâte de voir le prochain mini-mag pour qu'on puisse faire plus d'analyse de texte, si on veut. Mais c'est vraiment des super bons outils à utiliser. Puis, il y a énormément de différents types de textes dans les mini-mags. Je parle de mini-mag plus parce que je vois que vous êtes plus des enseignants au primaire, mais pour les leads, mon mag à moi aussi est bon quand que vous accompagnez les enseignants. Donc, du moyen, pardon. N'hésitez pas aussi dans vos accompagnements à les ressortir ou aller les chercher en virtuel, ils sont disponibles, sont là et ils sont vraiment riches. Puis c'est on peut utiliser ça en salle de classe en tout temps. Ils sont vraiment très, très, très riches. Alors ça, je voulais vous parler de ces ressources que vous connaissez probablement, mais des fois, on en a tellement en tête qu'on oublie où aller chercher. Alors, je voulais juste aller les remettre. Ici, je vois Christine dans le clavardage, je les ai utilisés souvent pour la marche à suivre en troisième année. Et oui, il y a beaucoup de bricolage, justement, où on a besoin d'une marche à suivre pour y arriver. Donc, ça, c'est vraiment super. L'enseignement explicite des stratégies. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'enseignement explicite des stratégies? Donc, c'est quoi? Bien, c'est de mettre un micro à sa pensée quand on enseigne. Il ne faut pas prendre pour acquis que les élèves se posent ces questions-là quand ils font face à l'écriture ou à la lecture. C'est le mécanisme pour développer la stratégie chez les élèves. C'est quoi les étapes? Vraiment, n'hésitez pas à tout ce qui vous passe dans la tête, le dire oralement à vos élèves pour bâtir cette confiance-là dans l'enseignement. Ici, je vois, ça s'est répondu un peu dans le clavardage. Donc, les troisièmes utilisent mini-mag ou mon mag à moi. Et puis là, on a répondu le mini-mag. Donc, le mini-mag est juste les textes sont plus courts, il est un peu plus simple les textes sont un peu plus simples à lire. Même en 4, 5, 6, j'utiliserais les mini-mags, surtout quand on fait un enseignement d'une stratégie d'écriture, parce que des fois, on utilise des romans où on utilise des plus gros textes en 4, 5, 6. Il y a trop de mots, il y en a trop. Donc, de retourner avec des textes un peu plus simples pour la 4, 5, 6, c'est aussi bon pour eux. Donc, mini-mag, ça peut être bon jusqu'en 6e année. Là. Ce que j'ai remarqué aussi dans les Mon Mag à moi, dans la version virtuelle maintenant, c'est vraiment fait comme un site Internet où il y a beaucoup d'interactions. Alors ça, ils sont vraiment bien faits. Ils étaient bien faits aussi avant, mais dans les nouvelles éditions, ils ont vraiment rajouté beaucoup d'interactivité. Alors, ça vaut la peine d'aller les explorer. Pour revenir à l'enseignement explicite des stratégies, alors c'est ça. C'est quoi? C'est vraiment de mettre un micro à sa pensée en tout temps. Tout ce qui vous passe par la tête, de le dire, de l'enseigner à vos élèves ou à votre groupe. De cibler l'intention, évidemment. Donc, c'est quoi la stratégie ou l'élément d'écriture que vous voulez cibler? Moi, je suggère l'élément d'écriture parce que l'élément d'écriture va être vraiment plus détaillé. Puis ensuite, vous allez être capable de trouver des activités pour pouvoir enseigner cet élément d'écriture-là qui vient rejoindre une de vos attentes. Parce qu'on se rappelle que chaque élément d'écriture vient rejoindre une partie du processus d'écriture. Processus d'écriture qui sont vos attentes.
Alors, tout ça, c'est lié ensemble. L'enseignement, comment est-ce que vous allez vous prendre, qu'est-ce que vous allez planifier, combien de temps que ça va durer aussi, et l'évaluation formative. Donc là, je parle du formatif parce qu'on parle souvent du sommatif, OK, c'est une production, on évalue, la grille, tout ça, mais le formatif est tout aussi important. Dans le Jamboard qu'on a fait ce matin, oh là là, au début de la formation, le Jamboard sur vos bons coups, désolé, il y a quelqu'un qui a parlé de la co-construction de critères. De savoir, de faire cet enseignement, de faire notre planification et de cibler quels critères on veut enseigner, puis ensuite de faire la co-construction avec nos élèves va tellement vous aider pour votre évaluation formative. Tout le processus du travail de votre élève, votre élève va être capable, vos élèves vont être capables de savoir, OK, mais ça va être quoi ma prochaine étape, où est-ce que je m'enligne. Puis la co-construction de critères, vous n'êtes pas obligé de montrer vos, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 critères tout d'un coup. Vous pouvez commencer avec un critère à la fois, travailler ce critère-là, puis là, on en rajoute au fur et à mesure que l'enseignement avance. Oryx est une ressource très intéressante pour travailler les stratégies de lecture. Oui, absolument, Oryx, c'est une bonne ressource. Si je ne me trompe pas, est-ce qu'elle est payante? Oui, c'est ça. Elle est payante, celle-là, mais je suis entièrement d'accord avec toi aussi. Quand je l'ai exploré, cette ressource-là, c'est une excellente ressource pour les stratégies de lecture. Si jamais vous avez un budget quelconque, c'est une bonne ressource. Ah, et l'état 6, c'est 99. On vient d'aller vérifier. Super! Merci du partage. Donc, l'enseignement ici, c'est des stratégies. Voici les 4 petites étapes pour faire cet enseignement-là. La lecture interactive pour écrire. Alors là, je vous ai parlé des éléments d'écriture. Je veux qu'on revienne là avec, ayez en tête votre tableau d'éléments d'écriture avec les 7 éléments d'écriture. On choisit son intention d'écriture à partir d'un élément d'écriture. Puis ensuite, on va choisir un livre, une littérature jeunesse ou un mini-mag ou un magamois, une partie d'un de ces magazines-là, qui vient rejoindre l'élément d'écriture choisi pour en faire l'enseignement explicite. J'ai fait 2 formations à l'hiver dernier puis à l'été 2021 sur la littérature jeunesse. Ils sont enregistrés, alors si vous cliquez sur le lien, ça vous emmène vers les enregistrements. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages pour que je puisse vous donner plus d'informations, vous partager aussi certains documents de ces formations-là. Mais je parle beaucoup de lecture interactive pour écrire parce que, comme vous me l'avez dit tout à l'heure dans un de nos partages, la lecture et l'écriture, c'est lié ensemble. La lecture est un modèle pour l'écriture. Donc, la lecture interactive, c'est ça, c'est comment enseigner des stratégies d'écriture à partir de ce modèle-là qui est la lecture. Et en même temps, on fait 2 pierres un coup parce qu'on propage l'amour de la lecture quand on fait de la lecture interactive et on amène nos élèves à entendre plus de vocabulaire. Donc, quand ils vont lire, ils vont être capables de reconnaître plus de mots aussi parce qu'on leur a enseigné ce vocabulaire-là et ils vont être capables aussi de le mettre en application en écriture. Du moins, c'est ce qu'on souhaite, hein, n'est-ce pas? Et c'est avec cet enseignement-là de lecture interactive qu'on peut faire du pouce dans leurs écrits. Ici, c'est de ce tableau-là dont je vous parlais. Alors, d'aller cibler, par exemple, idées pour puis comment est-ce qu'on fait pour faire un enseignement des idées à partir de la littérature jeunesse? Très bonne question. J'ai une ressource ici, c'est sûr que c'est une ressource qui est payante, qui provient de la maison d'édition La Chenelière. Écrire avec plaisir, un trait à la fois. Ce n'est pas la seule ressource qui existe qui parle d'éléments d'écriture. Donc, eux parlent de traits d'écriture dans cette ressource-là. Les traits d'écriture, ce sont les mêmes que les éléments d'écriture. Quand j'ai eu la chance, puis je vais dire vraiment, ça a été une belle chance de mettre la main sur cette ressource-là, écrire avec plaisir, un trait à la fois. Pour moi, ça a été
un autre moment wow, parce que ça a été dans le même moment que j'ai découvert les éléments d'écriture. Parce que cette ressource-là m'a tellement aidée avec mon enseignement de l'écriture. Cette ressource-là, elle est séparée par chapitre, puis chaque chapitre est un élément d'écriture. Le début du chapitre, il y a toujours une description de c'est quoi cet élément-là. Ensuite, il y a 3 ou 4 exemples d'albums que vous pouvez lire avec vos élèves qui viennent rejoindre, puis pourquoi ces albums-là. Ensuite, il y a un tableau avec une dizaine d'albums jeunesse, sans expliquer pourquoi, mais juste, ça peut être des bons albums jeunesse. Et ensuite, il y a 3 ou 4 exercices, activités qu'on peut faire pour travailler cet élément d'écriture-là. C'est des activités qui sont ludiques. Donc, ça vient vraiment chercher les élèves, puis ça vient nous aider à notre planification aussi d'un élément d'écriture à partir de la littérature jeunesse. Il y a beaucoup d'autres ressources aussi qui sont disponibles, puis je vais vous en parler dans les prochaines diapositives de d'autres ressources que vous pouvez utiliser pour amener votre enseignement à partir des éléments d'écriture. Moi, je vous partage celui-là parce que c'est une ressource que j'ai exploitée énormément puis que j'ai vraiment personnellement beaucoup aimé. Ce n'est pas la seule. Il y en a énormément d'autres ressources. Si vous en avez d'autres que vous connaissez, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Puis ensuite, je vais le mettre dans la présentation avec un lien qui va amener vers la chenelière pour aider à l'enseignement à partir des éléments d'écriture. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Une autre façon aussi, donc la lecture interactive, c'est très riche pour enseigner l'écriture, mais une autre façon aussi, et vous l'avez peut-être déjà entendu, ce sont les ateliers d'écriture et les ateliers de lecture. Donc, les ateliers d'écriture, on a, c'est encore une fois, ce sont des ressources à acheter, mais vous pouvez aller voir avec votre conseil scolaire si ils les ont peut-être dans une bibliothèque professionnelle dans votre conseil scolaire. Mais les ateliers d'écriture viennent rejoindre aussi les éléments d'écriture. Peut-être moins directement que cette ressource-là ou d'autres ressources là, comme je vous ai mis une liste de ressources à la fin, puis je vais vous en parler rendu là, mais il y a d'autres ressources aussi des mini-leçons qui vont vraiment cibler directement les éléments d'écriture, tandis que les ateliers d'écriture viennent indirectement vers cibler les éléments d'écriture, mais on est capable quand même, en lisant un atelier, d'être capable de faire le lien de c'est quel élément d'écriture qu'on vient toucher ici. Donc, dans les ateliers d'écriture et les ateliers de lecture sont bâtis de la même façon. Il y a une mini-leçon qui est d'environ 15 minutes. Puis dans la mini-leçon de 15 minutes, il y a toujours une connexion, un enseignement explicite, un point d'enseignement et un lien. Ce qui est intéressant avec les ateliers d'écriture, c'est sûr que si vous avez déjà vu ces documents-là, ces ressources-là, c'est des ressources qui sont très complètes. Hein? Il y a énormément d'informations dans ces ressources-là. C'est des très bonnes ressources. Ça nous donne vraiment un bon guide par rapport à notre questionnement pour aller chercher plus d'informations chez nos élèves pour que l'enseignement soit vraiment plus compris. Puis que l'enseignement soit plus explicite d'ailleurs. Grâce à la mini-leçon, on est vraiment capable d'aller cibler exactement qu'est-ce qu'on veut aller chercher chez nos élèves pour faire ensuite le transfert à l'écrit. Souvent, il va y avoir un lien avec une lecture. Donc, c'est pour ça que je parlais d'atelier d'écriture parce qu'il va y avoir une lecture qu'on va utiliser comme modèle pour amener vers notre mini-leçon. Il y a une section d'écriture autonome et entretien. Ça, c'est vraiment intéressant, cette partie-là, parce que tout à l'heure, je vous parlais d'évaluation formative. Mais c'est exactement dans ce moment-là qu'on fait l'évaluation formative. Je vous ai parlé de critères d'évaluation, mais dans des ateliers d'écriture, il y a des tableaux d'ancrage que vous bâtissez avec vos élèves. Puis ces tableaux d'ancrage-là viennent rejoindre les critères d'évaluation aussi. Donc, tout ça, là, ça se rejoint. C'est un lien qu'on peut faire ensemble. Et ensuite, un partage. Là, les élèves peuvent partager ensemble qu'est-ce qu'ils ont fait, montrer
leur écrit. Puis aussi, ce qui est intéressant avec les ateliers d'écriture, c'est le fait que nos élèves sont des auteurs. Puis juste qu'ils sachent qu'ils sont des auteurs, juste ça monte leur motivation à 150 % parce qu'ils sont tellement fiers de leurs écrits et fiers d'écrire écrit par et illustré par. Donc, il y a vraiment un sentiment de fierté quand on fait les ateliers d'écriture. Ici, je vous ai mis le lien vers le document fondement et pratique. Si jamais vous êtes enseignant en appui, cette ressource-là est bonne juste pour comprendre vraiment d'où ça part les ateliers d'écriture, puis c'est quoi la mentalité, la vision des ateliers d'écriture et de lecture. Et ici, ça, c'est la liste complète des différents ateliers qui sont disponibles selon les niveaux. Encore une fois, comme j'ai parlé du mini-mag qui était possible à faire jusqu'en 6e année, les ateliers d'écriture, même si disons que vous en avez juste un dans l'école, un cahier, une seule ressource, c'est des ressources qui peuvent être adaptées jusqu'en 6e année. Le premier atelier d'écriture que moi j'ai fait, c'était les petits moments. Et j'enseignais en 6e année dans ce temps-là. Puis c'est un atelier d'écriture qui est selon eux, là, qui est pour plutôt première, 2e année, mais j'ai été capable de l'adapter aussi en 6e année. Donc, même si c'est pour un certain niveau, c'est définitivement adaptable à tous les niveaux. Il y a aussi une autre façon, c'est d'intégrer des centres de littératie. Ayant un niveau double cette année, ça a été un petit peu un moyen que j'ai pu faire ma différenciation avec mes élèves de niveau double. Donc, moi, dans mes centres, j'ai 4 centres. J'ai un centre d'écriture, j'ai un centre de lecture qui font un lien un avec l'autre. J'ai un centre de vocabulaire et j'ai des mini-leçons avec moi. Alors, ma classe, elle est séparée en 4 centres selon leurs forces. Et ils doivent travailler sur un travail que je leur partage avant de commencer les centres. Souvent, les centres, le travail, il est sur plusieurs semaines. Donc, je me suis inspirée un petit peu des 5 au quotidien sans tout à fait suivre la structure du 5 au quotidien, mais c'est vraiment un enseignement par centre. Puis, moi, ça me permet de voir un petit groupe d'élèves vraiment individuellement, en groupe de 4, à toutes les semaines. Alors, ça, c'est très, très, très riche pour ma différenciation. Ça vient un peu rejoindre l'idée de décloisonnement aussi. Et puis, j'essaye, dans ces centres-là, dans ces moments-là, d'avoir le plus d'appui possible. Donc, quand j'ai de l'appui en salle de classe, c'est souvent là que je vais mettre mes centres pour que je puisse avoir au moins un autre adulte qui est avec moi qui puisse être à un centre puis aussi faire un enseignement. Donc, ça aussi, au niveau de la lecture puis de l'écriture, je viens faire des liens. Le centre de vocabulaire, je travaille beaucoup avec des jeux de société ou des petits jeux pour que les élèves puissent parler puis développer leur vocabulaire. La métacognition. Donc, ici, ça, c'est vraiment, je veux parler de métacognition parce que je parlais d'enseignement explicite où on enseigne, on met un micro à notre pensée, mais la métacognition est aussi importante pour développer, pour enrichir le vocabulaire de nos élèves. Alors, c'est de choisir un album jeunesse avec du vocabulaire riche, il y en a beaucoup d'albums jeunesse avec un vocabulaire qui est très riche même. De définir le mot, on pourrait... Puis là, ça ici, les flèches comme ça, ce sont des façons de le développer. Donc, c'est sûr, définir le mot, on travaille moins la métacognition parce qu'on donne plus à l'élève des synonymes antonymes. De mimer le mot, même chose ici, mais l'important, c'est de faire discuter les élèves autour du nouveau mot de vocabulaire. Donc, vous pouvez faire ça en premier. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot? Est-ce qu'il y a un autre mot dans ce mot? Donc, le petit mot dans le grand mot, les mots de la même famille. On peut commencer à introduire ça. Est-ce qu'il y a un mot dans ta langue maternelle qui se rapproche de ce mot? Est-ce qu'il y a un préfixe ou un suffixe, quand on est chez les plus vieux, qui peut t'aider à découvrir ce nouveau mot? Donc, c'est vraiment d'essayer de questionner nos élèves au lieu d'avoir toujours la question « Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? » Des fois, on lit une histoire, là, puis on a
plein de questions de ça veut dire quoi ce mot-là, c'est quoi ce mot-là, c'est quoi ce mot-là, mais vraiment de développer la métacognition chez nos élèves pour les nouveaux mots de vocabulaire. La phrase élastique, là, je vois aussi que le temps avance un petit peu, mais la phrase élastique, c'est de lire une histoire avec la classe, avec des mots à travailler, avec la classe de mots à travailler. Donc, si c'est adjectif, adverbe, etc., ça peut être vraiment, on lit une histoire qu'il y a beaucoup d'adjectifs, bon, mais on va faire une mini-leçon sur l'adjectif. Et ensuite, c'est de faire un exercice avec la phrase élastique. Donc, c'est de découvrir la classe de mots en échangeant nos idées. Alors, j'ai une petite activité avec vous. Alors, si vous voulez cliquer, ici, je vais juste arrêter le partage 2 petites secondes parce que j'ai un lien à vous partager, puis je l'ai mis en dessous. Ça ne sera pas long. Et voilà. Ici, si je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner. Oh, il est vraiment gros ici. Je vais repartager ici. Alors, pardon. Je perds mes... Ici. Alors, hier, c'était la Saint-Valentin, mais c'était pas hier, désolé, c'était avant-hier. Et les chocolats étaient, puis là, ici, vous pouvez rentrer une réponse. Alors, vous complétez la phrase. Et pendant ce temps-là, je vais juste aller ici. Si je ne me trompe pas, vous pouvez la remplir plus qu'une fois. Est-ce que le lien fonctionne? Oui, excellent. Je vais juste vous montrer les résultats. Ça ne sera pas long, c'est juste en train de télécharger. Alors, ici, je vous ai fait un petit nuage de mots. Alors, avant-hier, c'était la Saint-Valentin. Les chocolats étaient abondants, bons, bonnes, appréciés, délicieux, succulents, délicieuses. Alors, ce qui est intéressant avec le nuage de mots ici, comme vous en avez sûrement déjà vu, c'est que plus le mot est gros, plus c'est un mot qui a été écrit, qui a été utilisé. Donc ici, je vois délicieux et délicieuse. Je vais l'inclure quand même ensemble dans la même catégorie, qui a été le mot le plus utilisé. Ce que j'aime faire beaucoup avec les élèves ici, comme activité pour développer, par exemple, ici, ça serait leur vocabulaire plutôt au niveau de l'adjectif, c'est de leur faire remarquer vraiment d'essayer d'être le plus unique possible quand ils utilisent des adjectifs. Alors ici, je vais rentrer ici. J'avais utilisé, pardon, ça n'a pas bien fonctionné l'animation, mais j'avais fait la phrase élastique avec un groupe d'élèves. Ce qui était intéressant, je l'avais fait sur le printemps, si je ne me trompe pas. Et puis, les élèves devaient compléter la phrase avec des adjectifs. Puis, j'avais écrit sur mon tableau interactif les adjectifs d'une couleur. Donc, les adjectifs en vert, c'était des adjectifs que personne n'avait écrits. Puis, les adjectifs qui étaient en rouge, c'était d'une autre couleur, peut-être pas rouge, parce que je ne voulais pas que ça soit aussi agressif. Mais c'était les adjectifs qui revenaient un petit peu plus souvent. J'avais demandé à mes élèves d'être honnêtes. Quand un élève lisait son adjectif, de lever la main pour dire « oui, moi aussi, j'ai utilisé le même adjectif ». Donc, les adjectifs originaux qui sont ressortis,
c'était immense, délicieuse, adorable, contente, agréable, etc. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas, j'avais pas la même question que je vous ai posée ce soir, mais c'était pour développer les adjectifs, puis vraiment pour réaliser à quel point il y en a beaucoup d'adjectifs, puis on peut aller au-delà de nos adjectifs qui viennent en tête tout de suite. Une fois qu'on avait écrit ces adjectifs-là, ici nos adjectifs un peu plus originaux, j'avais demandé à mes élèves, quand ils écrivent, d'aller chercher un post-it, puis de le mettre sur leur table pour inclure cet adjectif-là dans leurs écrits. Une fois qu'ils avaient terminé, ils allaient remettre le post-it sur cette affiche-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le post-it ne collait plus, ça veut dire que l'adjectif avait été déjà utilisé plusieurs fois par différents élèves ou par le même élève. Donc, l'adjectif devenait de moins en moins pas pertinent, parce qu'il est encore pertinent. C'est juste qu'on essayait d'aller rechercher d'autres adjectifs pour aller vraiment développer leurs histoires. Donc ça, vous aurez imaginé que je travaillais le choix de mots quand j'enseignais cette partie ici. Je vous laisse un autre temps pour utiliser votre journal de réflexion pour avoir une réflexion personnelle par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Puis en même temps, je vous partage mon horaire dans une semaine. Donc, moi, j'enseigne le français dans mes 2 blocs du matin ou quand j'ai une gestion le matin, j'enseigne un autre bloc en après-midi pour avoir mes 2 heures de français par jour. Je lis une histoire à tous les jours. Qu'elle soit interactive ou que ce soit une histoire sans arrêt planifiée, je lis à tous les jours une histoire. Mais quand je vous parlais des centres tout à l'heure, je fais les centres 2 fois par semaine parce que j'ai 2 blocs de 2 heures où je réussis à avoir de l'appui. J'ai vraiment une belle chance d'avoir de l'appui pendant ces 2 blocs-là. Ensuite, j'ai un bloc où je fais des ateliers d'écriture. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais d'ateliers d'écriture, j'ai un bloc où c'est consacré à ça. Je choisis un atelier d'écriture où mes élèves sont rendus et je fais ma mini-leçon 1 fois par semaine ici. J'ai rajouté atelier d'écriture ici et là parce que des fois, je fais un autre atelier d'écriture où j'ajoute à l'atelier d'écriture de la veille. Même chose ici. Des fois, je commence un atelier d'écriture. J'y vais vraiment selon le besoin de mes élèves où mes élèves sont rendus. J'ai mis atelier d'écriture, mais j'utilise aussi d'autres ressources de mini-leçons. Il y a beaucoup de ressources qui existent avec des mini-leçons. J'utilise aussi ces ressources-là. Mais en tout temps, j'utilise la lecture. Et cette lecture-là, j'essaie le plus possible d'avoir un lien avec mon point d'enseignement en écriture. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour votre journal personnel. Je vais aussi parler, parce que là, j'ai parlé beaucoup de lecture vers l'écriture, mais l'écriture vers la lecture, elle est aussi importante. Puis j'ai vécu une situation aujourd'hui même avec une de mes élèves qui, mes élèves ont un cahier d'idées. Et puis, aujourd'hui, les élèves devaient prendre leur cahier d'idées. Et quand elle a pris son cahier d'idées, j'étais à côté d'elle, puis elle a commencé à feuilleter les premières pages. Mais ces premières pages, c'était des pages en septembre. Hein? Donc, septembre, octobre, c'était ses premières pages. Puis elle regardait ça, puis elle se disait, « Madame, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai écrit. Je ne comprends même pas qu'est-ce que j'ai écrit. » Puis j'ai pu faire j'avais un petit groupe autour de moi pour faire cet enseignement-là aussi, que même si tu as écrit, après ça, tu veux le lire, mais il faut que ton écriture elle ait un sens pour être capable par la suite de lire. J'ai aussi parlé du fait que ça, c'était en septembre, puis là, maintenant, on est rendu mi-février, il y a eu un cheminement là aussi. Donc, c'est sûr que j'ai parlé de ça, j'ai parlé de son cheminement à elle, mais vraiment, ça m'a permis aussi de faire cet enseignement-là que
l'écriture de nos élèves, c'est de la lecture. Quand on fait notre correction ou quand on le présente à d'autres, c'est de la lecture. Donc, c'est interchangeable aussi. Est-ce que vous m'avez entendu ou j'étais sur mute? On t'a entendu. OK. On a compris. OK, merci. Parce que mon petit micro, il y a eu comme un petit carré autour, puis là, j'ai fait « Oh non, j'étais sur mute depuis tantôt. » Alors, pour terminer, on est arrivé à la fin. Si j'avais une chose à retenir de ce soir, vous pouvez l'écrire dans le clavardage, dans la section, dans votre réflexion, si j'ai mis une section de votre prochain petit pas. Est-ce qu'il y a une nouvelle idée, un moment wow, un mot marquant, une prochaine étape peut-être que vous retenez, que vous voudriez faire à partir de demain matin? Ou à partir de la semaine prochaine, parce que demain, on est quand même vendredi. Vous pouvez le partager aussi aux autres participants. Moi, personnellement, c'est sûr que je vais essayer d'apporter l'idée du décloisonnement avec les stratégies de lecture. Je vais l'apporter à l'équipe école dès que je vais avoir de la chance parce que je trouve vraiment que c'était une super bonne idée. Merci du partage. Et à la fin de cette formation, ici, j'ai Naomi qui me dit « Je suis en début de carrière. Ma prochaine étape sera l'exploration des tableaux pour les stratégies de lecture et les éléments d'écriture. » C'est une belle prochaine étape, puis je pense, Naomi, que c'est une étape aussi qui est atteignable. Une fois que je comprends la première année en début de carrière, on a tellement de choses, mais de partir des éléments d'écriture, puis d'avoir une ressource qui vient t'appuyer pour ça, pour aller enseigner tes éléments d'écriture avec tes stratégies de lecture, ça peut être assez gagnant aussi. J'avais une question aussi concernant les stratégies de lecture. Y a-t-il un ordre précis ou ça peut être en fonction de comment que les élèves vont, puis le cheminement que tu vois dans ta classe? Moi, je suis énormément le besoin de mes élèves. Présentement, je suis beaucoup en train de faire la visualisation, l'imagerie mentale, parce que j'ai réalisé avec leur lecture qu'au niveau de la compréhension, c'était pas toujours acquis parce qu'ils ne se faisaient pas d'image en tête. Donc, j'ai vraiment, depuis les dernières semaines, je fais beaucoup de leçons par rapport à l'imagerie mentale parce que c'est un besoin chez mes élèves. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre précis. J'ai jamais suivi un ordre précis parce que je vais vraiment selon mes élèves, selon leurs besoins. C'est sûr que par défaut, je vais toujours parler de prédiction, d'activation des connaissances antérieures, on va toujours en parler, mais de l'enseigner vraiment, puis de dire, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait au début de ma lecture? Puis leur faire ressortir que c'était une prédiction. Peut-être pas, ils vont peut-être pas dire le mot prédiction à cet âge-là, mais au moins de faire cet enseignement-là, ça peut se faire en début d'année ou à partir de maintenant. En tout temps, ça se fait. Toutes les stratégies de lecture peuvent se faire vraiment en tout temps. Puis des revenir aussi, de là la spirale aussi. Hein? Même si on parlait de mathématiques, la spirale en maths, mais de revenir. C'est pas parce qu'on a vu la prédiction en octobre qu'on n'y revient pas. C'est pas parce qu'on a fait des remue-ménages au mois de septembre qu'on n'en fait pas. Donc, c'est de toujours revenir à ces concepts-là. C'est bon, merci. De rien.
de retourner dans le guide efficace d'écriture et de regarder toutes les belles stratégies qui s'y trouvent, car on l'oublie souvent, cette belle ressource. Ah, absolument, Christine, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est des guides qui sont vraiment utiles, qui sont disponibles maintenant aussi sur EduSource. Alors, n'hésitez vraiment pas à aller les feuilleter. D'aller les lire au complet, ça peut être vraiment lourd. Mais d'y aller vraiment petit peu par petit peu, regarder la table des matières, puis de faire, OK, je vais juste aller cibler telle chose aujourd'hui, puis c'est ce que je vais enseigner pour le prochain 2 semaines, puis après ça, je vais reprendre mon guide pour aller rechercher ailleurs, parce que de lire au complet, il y a tellement d'informations que c'est trop, là, à un moment donné. Donc, j'espère vraiment que vous allez, que cette formation-là vous a aidé un peu plus à intégrer les situations d'écriture puis de lecture en salle de classe, puis de partir à partir des éléments d'écriture. Je pense que c'est vraiment la façon la plus efficace d'enseigner l'écriture par la lecture. Puis de s'assurer vraiment de suivre le processus d'écriture aussi. Parce que les éléments d'écriture viennent toucher le processus d'écriture. Ici, je vous mets des ressources pédagogiques suggérées. Donc, quand on clique sur les liens, ça vous emmène vers des mini-leçons. Tout à l'heure, quand je vous parlais des ateliers d'écriture, puis que je vous montrais mon horaire, je vous parlais que des fois, je ne fais pas un atelier d'écriture au complet. Je vais chercher des mini-leçons ici pour enseigner l'écriture. Des fois, ces mini-leçons-là sont plus courtes. Mais vu qu'ils sont plus courts, sont des fois plus précises, ils viennent vraiment chercher exactement qu'est-ce que je vais enseigner. Puis moi, je vais souvent regarder la table des matières. C'est la table des matières dans ces guides-là, c'est vraiment mon, désolée de l'anglicisme, mais mon go-to. Les tables des matières, c'est là que ça me permet de savoir, OK, c'est ça que je vais cibler parce que c'est un besoin chez mes élèves. J'ai fait une correction d'un écrit. Ça, ce concept-là a moins été compris, je l'ai peut-être moins bien enseigné, je m'en vais chercher une stratégie pour que je l'enseigne. Je vais la planifier pour l'enseigner. Alors ici, c'est les premières, ici, c'est les 40 mini-leçons, 40 nouvelles mini-leçons, le grand livre des stratégies de lecture, l'album jeunesse, un trésor à exploiter. Donc ça ici, aussi, c'est une bonne ressource si vous voulez intégrer davantage la lecture interactive. Écrire avec plaisir, un trait à la fois, comme je vous ai dit, c'est une ressource pour moi, qui a été très bonne quand j'ai commencé avec l'enseignement des éléments d'écriture et l'atelier d'écriture ici, ces 2 liens-là que je vous ai montrés aussi tout à l'heure. Il existe aussi une boîte. J'ai essayé de trouver le nom, mais je n'ai pas été capable. Peut-être qu'en parlant avec d'autres personnes dans votre école, vous allez être capable de trouver le nom, mais j'ai déjà vu c'est comme une grosse boîte. Dans le fond, c'est une trousse qui s'appelle éléments d'écriture. Il me semble que c'est éléments d'écriture. C'est tout séparé selon les 7 éléments d'écriture. Il y a un guide pour les élèves, puis un guide pour l'enseignant, pour comment l'enseigner. Le guide pour les élèves, c'est séparé par chapitre. Puis chaque chapitre, les débuts du chapitre, bon, c'est les idées. Après ça, c'est structure. Après ça, c'est choix de mots. Puis ça l'écrit vraiment bien comment développer cet élément d'écriture-là. Puis il y a des trousses pour chaque niveau. C'est vraiment une super belle ressource, mais je vous la dis comme ça, mais je n'ai pas le nom. Je ne sais pas si vous avez, ça vous sonne une petite cloche, mais j'ai vraiment essayé de la retrouver, puis je n'ai pas été capable. C'est une trousse que j'ai déjà vue dans des écoles qui aide beaucoup. Ça aussi, ça l'aide beaucoup avec l'enseignement à partir des éléments d'écriture. Je vous ai mis aussi une diapositive ici qui vous montre les différentes formations que j'ai offertes depuis les dernières années. Donc, j'ai offert à l'automne, comment la grammaire nouvelle peut-elle rester nouvelle? Je parle, tu parles, nous parlons, que j'ai offert ces 2 formations-là à l'automne.
l'été dernier, j'ai offert votre guide de planification pour la littérature en salle de classe. Donc, ça ici, c'est les 3 premières formations. C'était les 3 premières formations à cette dernière formation ici. Donc, si vous avez la chance d'écouter les 3 dernières formations, il y a un fil conducteur aussi. Je reprends souvent les mêmes idées, le même vocabulaire. Donc, ça peut, si jamais vous avez la chance de les regarder. Mais sinon, j'ai aussi 2 formations ici qui étaient sur la littérature jeunesse. Donc, miser sur la littérature jeunesse et l'univers de la littérature jeunesse pour faire l'enseignement à partir de la littérature jeunesse, qui va vous aider aussi pour l'écriture. Et ça nous amène à la fin de cette formation ici. Je vous remets le formulaire de rétroaction. Je vais aller le mettre aussi dans le clavardage. Et pendant que Gaëlle fait ce geste, je veux profiter encore une fois de ce petit moment pour te remercier, Gaëlle, pour cette excellente formation aujourd'hui. J'ai l'impression que je te connais encore plus, hein. Ça fait quelques fois que tu présentes et j'assiste. On sent chez toi la passion, l'organisation et vraiment, là, quand on dit, là, on veut que mes élèves apprennent, eh ben, je pense qu'on a un modèle de prof, là, qui, à chaque fois que tu présentes quelque chose, que ce soit des ressources, des stratégies ou encore des expériences dans ta salle de classe, on sent vraiment que c'est ça que tu veux. Puis je pense que si j'étais ta direction d'école, eh ben moi, je serais fier et honoré que tu sois à mon école, à notre école. Donc, je te dis bravo, bravo. Et je veux dire aussi merci à tout le monde qui ont assisté et surtout participé à cette formation, hein. C'est l'avantage quand on n'est pas beaucoup dans une formation, hein, et que la formation se veut participative. Je dis toujours en face qu'on est presque obligé de participer. Mais je vous remercie vraiment tout le monde parce que vous avez vraiment, tant par vos questions, vos commentaires, l'utilisation de la boîte de clavardage, c'était vraiment fantastique. J'arrête à l'instant l'enregistrement. Fait que je vous dis merci et je reviens dans 1 minute.